Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien avec cette deuxième saison de confinement. On est confiné en France actuellement. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore une autre fois sur un live. Cette fois-ci, on va parler sur le jeûne intermittent. Donc, on est avec nos deux experts de Avitam, le docteur Attalin et le professeur Bonsoir. Avignon. Bonsoir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire toutes vos questions, comme ça on pourra y répondre en direct, toutes les questions que vous posez par rapport au jeûne intermittent. Je vous laisse la parole pour nous parler sur c'est quoi le jeûne intermittent, dans quel cadre peut-on utiliser le jeûne intermittent et est-ce qu'il y a un risque pour ce jeûne et qu'est-ce que vous préconisez? Voilà. Bonsoir tout le monde, merci Soumeya. Donc effectivement, on va essayer de reprendre un petit peu nos Facebook Live qu'on avait un petit peu abandonné. Donc on va discuter un petit peu de ça avec Vincent, avec Soumeya et moi-même. Donc je vais commencer par vous faire une petite présentation, quelques petites données quand même scientifiques, hein. La base d'Avitam, c'est quand même de s'appuyer et pas simplement parler. Vous savez que le jeune, on entend parler partout dans la presse, c'est un petit peu à la mode. Donc, le principe d'Avitam, c'est de faire un point quand même un petit peu scientifique sur le sujet et pas simplement de parler en fonction de la mode. Donc, est-ce que le jeûne intermittent, est-ce que le jeûne intermittent a des bienfaits? Et donc, pour ça, déjà, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais dans notre société, globalement, nous mangeons beaucoup. Nous avons de la surcharge calorique. Et quand on a de la surcharge calorique, on apporte beaucoup d'énergie à notre organisme, soit directement par l'alimentation, soit par ce qu'on a stocké dans notre gras. Et si vous voulez un exemple, ben, c'est un petit peu comme si on avait une centrale à énergie, une centrale à charbon pour fabriquer l'électricité. Et puis, on lui apporte tout le temps du charbon pour fabriquer de l'électricité. On la surcharge. Et donc, cette centrale, elle tourne à bloc. Et la centrale énergétique dans notre organisme, ça s'appelle la mitochondrie. Et quand on apporte beaucoup d'énergie, ben, toute cette énergie, les acides gras, le glucose, sont convertis en supercarburants qui sont amenés à la mitochondrie qui doit brûler tout ça. Alors, est-ce qu'elle brûle la bonne quantité d'énergie ou est-ce qu'elle doit en brûler plus que ce qu'elle a besoin? Et vous voyez bien que c'est comme si j'alimente ma centrale à charbon ou à pétrole ou à ce que vous voulez, que je lui amène toujours plus d'énergie, elle tourne beaucoup et elle va finir par s'user quand même un petit peu plus vite. Alors, au début, voilà, ici, c'est ces fameuses centrales énergétiques de l'organisme, les mitochondries. Vous apportez la bonne quantité de nutriments avec l'oxygène, ça va fabriquer de l'énergie. Et l'énergie dans notre corps, ça s'appelle l'ATP. C'est avec ça que nos muscles se contractent, que notre cerveau fonctionne. Si vous voulez, c'est les électrons de notre électricité. Et on a apporté des glucides, des lipides qu'on a brûlés pour fabriquer l'ATP, donc qui va être notre énergie. Et puis, si on apporte beaucoup, beaucoup d'énergie, ben, cette mitochondrie, elle fonctionne, et elle va fonctionner de moins en moins bien parce qu'elle va s'altérer. Elle va s'altérer et elle va fabriquer moins d'ATP, elle va fabriquer plus de ce que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Et les radicaux libres, il en faut un petit peu. Vous voyez, quand la mitochondrie elle fonctionne bien, elle en produit un petit peu. Mais quand elle en produit beaucoup, ben, vous voyez, la mitochondrie, elle va devenir plat, ça va abîmer la mitochondrie, puis ça va aller abîmer nos gènes, ça va aller abîmer nos protéines, ça va aller abîmer nos lipides. En gros, ça abîme tout dans la cellule. Donc, trop de mitochondrie et ben, les cellules, elles fonctionnent moins bien, elles s'altèrent. On le sait, mais quand on mange beaucoup, en tout cas les expériences chez les animaux sont extrêmement claires. Vous voyez ici, ici les courbes, c'est des souris hein, et c'est leur survie dans le temps. Et plus la pente elle descend, et plus c'est que les souris elles meurent. Et donc là, vous avez ici en noir des souris qui ont une alimentation standard, et vous avez en rouge des souris qui ont été suralimentées. Et vous voyez, ce n'est pas top pour elles si elles sont suralimentées. Elles vivent moins longtemps. Ici, c'est d'autres expérimentations, on retrouve la même chose. Plus il y a de calories qui sont apportées,
et en particulier si la souris, elle mange à volonté, elle meurt beaucoup plus vite que celles qui sont en restriction calorique. Donc la restriction calorique, ça paraît favorable. Alors, un moyen de faire de la restriction calorique, c'est bien sûr de faire les fameux régimes, et je pense que vous avez déjà écouté sur Avitam, nous, on n'est pas des fans des régimes. On est plutôt pour essayer de retrouver le bon équilibre alimentaire par l'écoute de ces sensations, la faim et la satiété. Mais alors, est-ce qu'on pourrait faire des petites phases de jeûne en plus? Est-ce qu'on pourrait, la majorité du temps, se baser sur nos sensations alimentaires, notre faim et notre satiété? Et puis, est-ce qu'on pourrait faire des petites phases où on approcherait ça différemment et on pourra en discuter dans la discussion finalement? Est-ce que ça colle avec l'écoute de la faim et de la satiété de faire des phases de jeûne? Alors, il y a un défi quand on jeûne, c'est qu'il y a des organes qui ont absolument besoin de glucose. Ils ont absolument besoin de sucre. Et il y en a un très important qui a absolument besoin de sucre, c'est le cerveau. Le cerveau, lui, il lui faut du glucose. C'est aussi le cas des reins et c'est le cas des globules rouges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on mange, vous voyez ici, c'est le pic de glucose. Le glucose est apporté essentiellement par le glucose qu'on appelle par les sucres exogènes, donc de l'alimentation. Et ça dure pendant à peu près 4 heures quand on mange de façon raisonnable. Pendant 4 heures, on vit sur notre alimentation. Et après, il faut prendre le relais. Parce que le glucose, le cerveau, les reins et les globules rouges ont besoin toujours de glucose. Alors, comme il n'y a plus le glucose qui vient de l'alimentation, on va libérer à partir des stocks le glucose. Et les stocks, ils sont dans le foie. Dans le foie, il y a à peu près 70 à 100 grammes de glucose. Le glucose, il est stocké sous une forme qu'on appelle le glycogène. Et donc, dans cette phase, qui est la phase postprandiale tardive, alors postprandiale, vous savez, ça veut dire après le repas. Quand je fonctionne au début, c'est la phase postprandiale, puis la phase postprandiale tardive. Donc, le foie commence à libérer son glucose sous forme de glycogène. Et ça peut durer jusqu'à 12 à 16 heures où ça va suffire. Et au-delà de 12 à 16 heures, ça dépend des individus, ça ne va plus devenir suffisant. Et il va falloir fabriquer du glucose. Et comment on fait pour fabriquer du glucose? Eh bien, on va fabriquer du glucose à partir du tissu adipeux qui se lise et qui va libérer des substances qui vont pouvoir permettre de fabriquer du glucose, mais aussi, et c'est important à considérer, sur les premières phases du jeûne, on va tirer le glucose à partir des acides aminés, donc des protéines des muscles. Donc, dans les premières phases du jeûne, il y a de la protéolyse, il y a de la destruction musculaire. Il faut bien en tenir compte. Et c'est là que la combinaison, pour plusieurs raisons, mais en partie pour celle-là, la combinaison d'une activité physique et de jeûne est importante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je jeûne que je me mets à ne plus rien faire. Parce que là, autrement, la protéolyse, ça va être fortement favorisé. Et puis, quand le jeûne se prolonge, la lise du tissu adipeux est de plus en plus importante. Et là, on produit des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ils sont super importants parce qu'ils ont tout un tas d'effets. Et c'est quand même eux qu'on recherche dans le jeûne. Ces corps cétoniques, ils favorisent la production d'énergie au niveau des mitochondries. Mais aussi et surtout, je vous rappelle que ces mitochondries, c'est de petites usines à énergie qui vont fabriquer l'énergie. Et plus on en a, et plus l'énergie va être fabriquée sans qu'il y ait de pollution, sans qu'il y ait de radicaux libres. Eh bien, quand on jeûne, on se met à fabriquer des mitochondries parce que l'organisme fabrique ses centrales énergétiques pour pouvoir avoir l'énergie. Donc, il y a de plus en plus de mitochondries qui fonctionnent à bas bruit et je dirais qui ne polluent pas, qui ne fabriquent pas de radicaux libres. On améliore la résistance au stress, on améliore la performance et des effets au niveau du cerveau aussi. Je vais y arriver, ces corps cétoniques. Ils vont entraîner la sécrétion de facteurs qui favorisent la trophicité du cerveau, le développement et le fonctionnement des synapses, et puis la régénérescence des neurones. Donc ça, c'est démontré sur le plan théorique, tout un tas d'effets favorables des corps cétoniques qui proviennent donc de la lyse et la destruction du tissu adipeux, de l'utilisation de ces acides gras qui viennent du tissu adipeux au niveau du foie, fabrication de corps cétoniques, effets favorables sur les muscles, sur le cœur et sur le cerveau. Donc sur le plan théorique, tout un tas d'effets favorables.
Alors, excusez-moi juste avant de passer à cette diapo, vous avez parlé sur l'activité physique et le jeûne. Est-ce que, enfin, pour faire une activité physique, on a besoin de l'énergie. Comment peut-on avoir de l'énergie si on jeûne et est-ce qu'on risque une hypoglycémie par la suite? Alors oui, tout à fait, Souhait a tout à fait raison d'alerter. C'est pour ça que c'est bien quand même. Donc le jeûne est favorable, on va le revoir sur tout un tas de points, mais il n'est pas sans risque. Et ce que tu signales est vrai. Il y a le risque d'hypoglycémie, il y a le risque de ne pas se sentir bien, il y a quand même un certain nombre de risques. Donc, soit on le fait tout seul, mais on le verra sur la méthode que moi je conseille, c'est 8-16, c'est-à-dire avec des périodes de jeûne quand même assez courtes où le risque est faible. On ne s'engage pas dans un jeûne long sans être accompagné sur le plan médical si on est sur des phases plus prolongées de jeûne. Et même sur le jeûne 8-16, dont on reviendra, je fais de l'activité physique, mais j'y vais prudemment. Il faut savoir que quand je fais des périodes de jeûne, donc il y a ces risques, mais il y a aussi des sensations désagréables. Il faudra qu'on en reparle, surtout dans la discussion. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces sensations désagréables? Il faut savoir que le jour où je jeûne, quand je ne suis pas habitué, en particulier sur le premier mois, je suis plus irritable. Donc, il y a des effets quand même secondaires au jeûne. Donc, attention, on y va prudemment. La philosophie d'Avitam, c'est que j'écoute toujours mon corps. Quand je sens que c'est difficile, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne pousse pas plus loin, j'arrête mon jeûne et ça ne m'empêchera pas. Arrêter le jeûne, je me fixe de mettre une journée de jeûne. Au bout de 12-13 heures, je ne me sens pas bien, je l'arrête. Ça n'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, je le renouvellerai, puis je sais que la prochaine fois, je viserai plutôt 12 heures que 24. Et puis comme ça, je vais gagner 12 heures, 13 heures, 14 heures avec une activité physique. Le tout est de ne pas rester au lit tout le temps. Si c'est faire un jeûne pour rester au lit ou rester assis devant sa télévision, ce n'est pas la peine. Je garde mes activités et j'arrête quand c'est difficile. Vous Alors, voyez ça. pour expliquer un peu le jeûne intermittent, c'est quoi la différence entre jeûne intermittent et jeûne? C'est quoi exactement? Si tu veux, on va quand même revenir dessus après. Je vais finir de présenter D'accord, ok. un Moi, je petit voulais peu. juste préciser, Antoine, pour mettre un exemple et des éléments sur ce que tu disais. On avait fait des études à l'hôpital, au CHU, qui avaient montré, on avait fait venir des personnes qui pédalaient sur un vélo pendant quelques minutes sur une épreuve d'effort. Et on avait fait deux groupes, une personne qui venait après avoir mangé le matin et une personne qui venait sans avoir mangé le matin. Et on se rendait compte que les personnes qui étaient venues faire cette épreuve d'effort à l'hôpital dépensaient plus de composés et notamment plus d'énergie sous forme de lipides que les personnes qui avaient pris leur petit déjeuner, qui avaient tendance à beaucoup plus utiliser les sucres qu'ils avaient consommés pendant le petit déjeuner. Donc, c'est aussi très intéressant sur le long terme et lorsqu'on essaie d'améliorer sa santé et aussi son poids, de se dire que d'aller faire une petite activité physique, même qu'on soit dans une période de jeûne ou hors jeûne, il est intéressant aussi de mettre notre corps un petit peu au défi en se disant, ben voilà, aujourd'hui, j'ai pas mangé ce matin, mais je peux quand même aller marcher, je peux quand même aller faire mon footing sans aucun problème et ça a des effets très positifs. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une question qui nous est posée. Hein. C'est quand on fait l'activité physique, est-ce qu'il vaut mieux la faire avant de manger, après manger? Bon, immédiatement après manger, de toute façon, vous avez une compétition entre la répartition du sang au niveau des muscles et du tube digestif. Donc, dans la phase immédiatement après manger, l'activité physique n'est pas satisfaisante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais pas d'activité physique qui est une petite intensité. Et par contre, comme tu viens de le dire, Vincent, l'activité physique plutôt à jeun va favoriser l'utilisation des graisses et donc plutôt des effets favorables. Euh, Je te donc, laisse alors, continuer. quels, quels effets sur la santé on peut attendre de ce jeûne? Donc, qu'est-ce qu'il y a de visée thérapeutique au jeûne? Ben, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, on est plutôt favorable. Sur le poids, des phases de jeûne régulières permettent de contrôler le poids
en tout cas, est plutôt en faveur de plus de perte de poids que les personnes qui ne font pas de période de jeûne. Et sans effet rebond, hein. Il y a des études qui ont comparé des phases de restriction calorique, donc de régime, et des phases plutôt de phase de jeûne, et il y aurait moins d'effet de rebond avec le jeûne. Sur le profil lipidique, donc le cholestérol, les triglycérides, les graisses, les études sont aussi favorables, donc favorables au risque cardiovasculaire. La prévention du diabète de type 2 et le bon équilibre du diabète de type 2, plutôt favorable aussi. Alors attention là aux médicaments que vous prenez si vous avez un diabète. Là, il faut vraiment voir avec son médecin, est-ce que j'ai des médicaments qui risquent de m'entraîner une hypoglycémie si je fais du jeûne? Est-ce que si j'ai des médicaments qui peuvent entraîner l'hypoglycémie, est-ce que je peux quand même faire du jeûne et ne pas prendre mes médicaments qui entraînent des hypoglycémies le jour où je le fais? Ça, je ne peux pas donner un conseil général comme ça là, à des gens qui nous écoutent. Ça se discute avec son médecin. Donc, plutôt favorable dans le diabète de type 2, mais à discuter absolument avec son médecin en fonction des traitements qu'on prend. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le corps, on a tous des marqueurs d'inflammation, on a tous des petits niveaux d'inflammation, plus ou moins hauts. Et quand ces marqueurs montent, mais même en restant dans la normale, sont plutôt plus hauts, c'est un risque pour le cœur. Et quand on fait des phases de jeûne, ça diminue ces marqueurs de l'inflammation, ce qui est plutôt favorable. Donc, globalement, des effets santé sur le risque cardiovasculaire plutôt favorables. Alors, on parle beaucoup de jeûne dans le cancer. Alors là, je reviens sur mes centrales électriques, sur mes centrales à charbon ou plutôt à glucides et à lipides. Quand on surcharge nos mitochondries, on produit des radicaux libres et d'autres phénomènes qui ne sont pas favorables à l'ADN, donc qui peuvent entraîner des perturbations favorisant le cancer. Et on le sait, la surcharge énergétique, en particulier l'obésité, expose à développer plus de cancer. Donc, la restriction calorique et le jeûne sont favorables à la prévention du cancer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la question que nous pose souvent, et là je vais passer la parole à Vincent, c'est la restriction calorique dans le traitement du cancer et peut-être d'autres pathologies dont je te laisse parler, Vincent, si tu veux bien. Alors oui, effectivement, comme tu le disais, en théorie, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées. Et en théorie, effectivement, lorsque vous avez une cellule normale qui est soumise au jeûne et qu'on la compare à une cellule cancéreuse, en fait, le jeûne va tendance à entraîner une destruction de ces cellules cancéreuses, alors qu'elle aura tendance euh, à améliorer la prolifération des cellules normales. Le problème, c'est que c'est démontré en théorie, mais qu'il manque encore beaucoup d'études pour pouvoir le faire en pratique. Et ça, c'est un petit bémol et un petit signal d'alarme qu'on doit vraiment donner à tout le monde qui est en train d'écouter. C'est que tant que ce n'a pas été prouvé scientifiquement, on ne peut pas demander à une personne qui a un cancer d'arrêter de manger parce qu'il y a un risque encore beaucoup trop important de dénutrition. La dénutrition, c'est une perte de poids, qu'elle soit volontaire ou involontaire, trop rapide pour le corps. Et là, il faut faire attention, c'est que lorsqu'on s'arrête de manger pendant trop longtemps et qu'on est en situation de cancer, il peut y avoir un déséquilibre trop rapide de la balance énergétique. Donc, on va se mettre à perdre beaucoup de poids d'un coup avec un corps qui est en train de lutter contre la maladie. Et donc, il y a un risque très important de dénutrition. Et pourquoi on prend aussi le temps de parler de dénutrition, c'est qu'aujourd'hui commence la semaine de la dénutrition, qui est une semaine nationale lancée par le ministère de la Santé et des Solidarités, qui commence aujourd'hui et qui justement essaie de toucher tous les citoyens et les soignants à l'importance de prévenir ces problèmes de dénutrition. Et on est dénutri
lorsqu'on perd du poids, que ça soit volontaire ou pas. Et les critères sont assez simples. Il suffit de connaître son poids, le poids qu'on faisait il y a un mois, le poids qu'on faisait il y a 6 mois. On fait un pourcentage de poids perdu. Donc, lorsqu'on est dénutri, lorsqu'on a perdu 5% du poids de son corps en un mois et 10% du poids de son corps en 6 mois ou avant le début de la maladie, ce qui fait qu'une personne qui est aux alentours de 100 kilos et qui a perdu 5 kilos en un mois peut être considérée comme dénutrie. Et une personne qui faisait 100 kilos et qui a perdu 10 kilos en 6 mois ou l'année dernière, avant le début de la maladie, a perdu une dizaine de kilos. Et on se dit, oh, il était un petit peu en embonpoint, ça peut pas lui faire de mal. Eh bien si, la dénutrition tue, la dénutrition touche 2 millions de personnes en France. Et il est important d'avoir en tête qu'il faut absolument avoir une évaluation médicale et diététique avant de se lancer dans un jeûne. Antoine parlait tout à l'heure du diabète, des médicaments qui donnent des hypoglycémies. Il faut justement, et c'est cette diapo, y rajouter le cancer et les maladies qui entraînent des pertes d'appétit importantes. Voilà. Alors, pour la dénutrition, est-ce que c'est dans le cadre du jeûne et du cancer ou bien dans d'autres cadres on peut risquer d'être dénutri? Alors, il y a certaines maladies dans lesquelles il faut quand même faire très attention et je pense notamment aux personnes qui ont ce qu'on appelle des malabsorptions, c'est-à-dire que leur tube digestif n'apporte pas assez de nourriture dans leur corps et si par exemple ils mangent 100 calories, ben, 100 calories ne vont pas être digérées par leur tube digestif et peut-être seulement 10 vont être utilisées par le corps. Donc, ces malabsorptions sont les personnes qui ont des malabsorptions et notamment qui se sont fait opérer de l'intestin et qui ont ce qu'on appelle le syndrome du grêle-court ou des maladies inflammatoires du tube digestif. Il faut faire attention dans ce cadre-là à avoir des apports nutritionnels suffisamment importants pour éviter la dénutrition. D'accord. Donc, si je comprends bien, la dénutrition, quand on fait un jeûne, on peut risquer une dénutrition, pas uniquement si on a un cancer. Oui, je me permettrai d'ajouter, Soubeya, tout à fait. C'est pas seulement si on a un cancer. Le jeûne, en tout cas notre avis qui s'appuie sur les données scientifiques, le jeûne est favorable à la santé globalement. Quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, ça permet de préserver cette bonne santé plus longtemps. Il y a d'autres circonstances que ce que Vincent vient de dire où il faut être vigilant. Et en particulier, dès qu'il y a une maladie chronique. Dès qu'il y a une maladie chronique, vous ne pouvez pas vous lancer dans le jeûne sans en parler à votre médecin pour savoir si c'est favorable ou délétère. Et je vais en citer quelques-unes où il vaut mieux être en surpoids, voire en obésité modérée, pour avoir une meilleure espérance de vie plutôt que d'avoir un poids normal et plutôt que de trop jouer sur le jeûne et la nutrition. Ces maladies chroniques, c'est l'insuffisance rénale chronique, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est les maladies respiratoires chroniques, et je pense particulièrement à la BPCO, hein, vous savez ce qui se passe après le tabagisme. Et puis, autre chose, donc sur ces maladies chroniques, attention, la priorité, c'est à la lutte contre la dénutrition. Et puis, il y a une autre circonstance où j'ai plutôt assisté, et j'ai dit, le jeûne favorise un vieillissement en bonne santé, ou j'ose pas dire empêche le vieillissement, parce que celui qui croit qu'il vieillira jamais, bon, s'il a réussi, il m'appelle. Mais on peut au moins avoir un vieillissement, ce qu'on appelle un vieillissement en bonne santé. Et c'est vrai que les phases de jeûne le favorisent. Quand on est à la maturité et pas trop âgé. Mais la personne âgée, attention, la préservation de la masse musculaire est prioritaire. Donc, quand on est âgé, ce qu'il faut, c'est préserver ses muscles. Or, vous l'avez vu, sur certaines périodes de jeûne, on détruit du muscle. Donc, attention, surtout quand on avance en âge. Alors, soit on a une très bonne condition physique, on est très actif physiquement, et pourquoi pas. Mais là encore, accompagnement nutritionnel, diététique, médical. C'est bon, Soubeya? On va répondre à ta question. Oui, je vous remercie. Alors, on a aussi des questions sur Facebook. Une question qui dit combien pouvons-nous jeûner par mois? Vincent, je te laisse peut-être répondre avec quand même notre conclusion, et puis on répondra à ça après. D'accord.
Alors, la conclusion, elle est assez claire. Elle se base sur la flexibilité, dans le sens où on ne va pas dire aux personnes qu'elles doivent faire quelque chose et qu'elles doivent le faire de façon obligatoire. Il y a plusieurs sortes de jeûnes intermittents. Il y a certains jeûnes intermittents qui focalisent les personnes sur le comptage des calories en se disant je vais essayer de descendre en dessous de 800, de 1000 calories. Et plus on va avoir tendance à se focaliser sur les calories, plus on a de risques de faire émerger des troubles du comportement alimentaire, des restrictions, des interdits. Tiens, le chocolat apporte certaines calories, le saucisson, les chips, et de se dire, bah, tiens, je ne vais pas en manger. Et puis, en fait, j'en ai envie, mais je ne veux pas en manger parce que je rentre dans cette étape-là de jeûne. Donc, il faut absolument rester dans cette notion de flexibilité en se disant, voilà, je pense que ça peut être bien pour moi. On aurait chez Avitam tendance à vous conseiller le 8-16, dans le sens où pendant 16 heures, on va jeûner et 8 heures pendant lesquelles on va pouvoir manger. C'est en gros, on va pouvoir manger le repas de midi, le repas du soir avant 20 heures et on va sauter le petit déjeuner. C'est finalement ce que beaucoup de personnes font dans leur pratique quotidienne lorsqu'elles prennent seulement un café pour manger et qu'elles ont eu l'habitude de partir au travail sans manger. Et ce qu'on voulait rajouter, la première chose, c'est que à partir du moment où on se sent concerné par un comportement qu'on pense être bon pour soi, si on pense que c'est le jeûne, ça peut être le jeûne. Si c'est d'essayer de manger un peu moins de viande, ça peut être ça. Donc, tous les comportements qu'on pense bons pour soi sont quelque chose à vivre. Et ça peut être très intéressant d'aussi voir un jeûne non pas comme quelque chose qui va être fait à vie, mais aussi comme quelque chose qui va permettre, comme un voyage, en se disant, ben voilà, je vais essayer de vivre des choses pendant ce jeûne. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Antoine en parlait tout à l'heure. Oui, effectivement, les personnes qui font un jeûne pendant plusieurs heures vont ressentir la sensation de faim. Mais finalement, cette sensation de faim, on se rend compte pendant qu'on fait le jeûne qu'elle n'est pas si grave que ça, qu'elle part et puis qu'elle va revenir. Et on voudrait aussi rajouter un élément important, c'est qu'il faut toujours pouvoir prendre soin de soi. Dans le sens où oui, on va sortir un petit peu de sa zone de confort quand on va faire le jeûne, mais il ne faut pas non plus que ça bouleverse un corps qui est fragile. Donc une personne qui va se lancer dans un jeûne et qui ressent des bouffées d'angoisse, des bouffées de peur, euh, il faut absolument se laisser le droit d'arrêter parce on ne se sent pas bien. Et à ce moment-là, comme le disait Antoine tout à l'heure, ce n'est pas un échec. C'est juste une découverte qu'on a faite sur notre corps. Et on se rend compte à ce moment-là que c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté à nous. Et on va pouvoir se faire accompagner par un médecin, par un diététicien qui aura l'habitude d'accompagner des personnes dans cette situation-là. Voilà. Donc, c'était la conclusion qu'on voulait donner. Et puis, on va pouvoir en discuter dans la discussion. D'accord. Juste une question avant de passer aux questions qui nous ont posées sur Facebook. Par rapport aux jeûnes intermittents et par rapport à Avitam. Donc, moi, d'après mes connaissances, on entend toujours parler que Avitam propose d'écouter son corps, surtout ses sensations, la faim, la satiété, le rassasiement. On mange quand on a faim, on s'arrête quand on est rassasié. Voilà, donc est-ce que cette recommandation de jeûne intermittent peut s'opposer sur les recommandations de Avitam? Alors, je crois que c'est tout à fait compatible. Euh, Déjà, ce que prône Avitam, avant tout, c'est la flexibilité. Finalement, il faut être ouvert à tout. Donc, celui qui voudrait s'amuser à compter les calories de temps en temps, qu'il les compte, mais surtout qu'il soit observateur de lui-même et de façon neutre et qu'il s'aperçoive si c'est facile ou pas. Et comme l'a dit Vincent, moi, celui qui veut partir dans un régime calorique compté, pourquoi pas? Du moment qu'il observe et qu'il regarde ce qui se passe et qu'il n'est pas rigide dessus en disant je dois le suivre. La rigidité n'est jamais bonne. Donc chez Habitam, la première chose, c'est la flexibilité. Et de combiner ce côté écoute des sensations à une journée, comme l'a dit Vincent, qui est une journée expérimentale que je peux répéter toutes les semaines ou 2 fois par semaine, où
l'objectif, c'est de jeûner, mais c'est surtout d'être à l'écoute de son corps. Je vais écouter mes sensations, je vais regarder et je vais travailler quelque chose d'extrêmement important, c'est l'acceptation. Tiens, j'ai faim. Est-ce que je suis obligé d'y répondre tout de suite? Qu'est-ce qui se passe si je dure un petit peu? Alors Vincent l'a dit, la faim, elle va pouvoir disparaître et réapparaître. Par contre, il faut savoir qu'au bout d'un certain temps de jeûne, on produit beaucoup de corps cétoniques et les corps cétoniques coupent la faim. D'où le fait que quand on fait la grève de la faim, on peut tenir dans la durée. Autrement, ça serait l'enfer, on souffrirait. Mais à partir d'un moment, la faim disparaît définitivement. Mais là, il faut déjà aller sur un jeûne qui va se prolonger de plusieurs jours. Et donc ça, on ne vous y encourage absolument pas. On sait qu'il y a des choses qui se font, des retraites, de jeûnes prolongés. Ça doit être encadré. Nous, ici, je dirais sur une communication au grand public où on va donner des conseils qui ne seront pas forcément encadrés, nous ne le conseillons pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, mais ça doit être encadré par des gens sérieux sur le plan médical. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'opposition à j'écoute mes sensations, j'écoute mon corps. Et sur ce jour de jeûne, c'est sûr que si je me dis aujourd'hui je travaille, je ne prends pas le temps de m'occuper de moi et je jeûne, ça ne me semble pas très bon. Mais si c'est aujourd'hui, j'ai un peu de temps, je prends le soin de moi et je m'écoute, là, je peux faire une phase de jeûne. Donc pour moi, pas d'antinomie. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est aussi, notamment, alors nous, avec Antoine, on voit beaucoup en consultation de personnes qui cherchent à perdre du poids, qui sont en situation d'excès pondéral, de surpoids, d'obésité. Et il y a des personnes parmi ces personnes-là qui ont du mal à ressentir leur estomac vide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se sentir plein, besoin de se sentir rassuré. Et ça peut être intéressant aussi dans cette phase-là, dans la mesure où elle peut être faite un jour dans la semaine ou quelques jours d'affilée. Ça peut être intéressant d'apprendre qu'en fait, notre estomac n'a pas forcément besoin d'être rempli et qu'il peut être tout à fait bien de vivre avec un estomac qui n'est pas plein. Et c'est un message, moi, c'est plusieurs personnes qui m'ont fait ce retour-là en disant, mais en fait, je me rends compte que c'est hyper agréable d'avoir l'estomac qui n'est pas plein, d'avoir le ventre un petit peu plus plat, de me sentir dans mon corps. Donc, c'est un message intéressant aussi à faire passer. Ouais. Donc, c'est un très bon exercice pour ressentir ces sensations de faim, notamment. Et alors très intéressant aussi, c'est que lors du jeûne, je ne sais alors, Antoine en parlait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait un jeûne qu'on va se précipiter sur l'alimentation au repas d'après. Et ça peut être intéressant, lorsqu'on est au début de la prise alimentaire des 8 heures, par exemple, je sais pas, à midi, par exemple, on va manger, la faim est présente. Il est intéressant de voir à quel point notre corps n'a pas forcément de beaucoup manger pour que la faim s'en aille. Et ça, c'est très intéressant, c'est que plus la faim est présente, c'est comme si une lumière était extrêmement allumée, mais on va la voir s'éteindre tout de suite. Si elle était à peine allumée, on ne la voit pas s'éteindre. Et donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant à vivre, c'est de se dire, ben, après un jeûne, ben, finalement, je n'ai pas besoin de manger tant que ça. Et ça peut être intéressant de se dire: «Mais je vais manger une petite quantité et voir ce qui va se passer pour la suite. Combien de temps la faim reviendra?» Et c'est ce qu'on essaie de travailler, en consultation avec Antoine et nos patients. Oui, je dirais, soyez expérimental, écoutez, soyez observateur neutre de vous-même et de votre corps. Vous ne jugez pas, vous regardez ce qui se passe et puis surtout, vous êtes gentil avec ce corps, vous ne le poussez pas plus loin que ce qu'il peut tolérer. Donc, gentil avec votre corps, c'est gentil avec vous-même. D'accord. Je pense qu'on a répondu à la question combien d'heures peut-on jeûner? Vous avez parlé sur le jeûne 16-8. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on y ait répondu complètement. Il n'y a pas de. Enfin, on y a répondu en disant d'être à l'écoute de ses sensations. Et puis surtout, pour moi, le 16-8 se fait en toute sécurité. 24 heures de jeûne ne me pose pas beaucoup de problèmes s'il n'y a pas de problème de santé. Et au-delà, je pense qu'il faut en parler avec des professionnels, des spécialistes. Donc, on peut jeûner beaucoup plus longtemps, mais certainement pas sans accompagnement.
Question intéressante aussi. Est-ce qu'on a le droit de tout manger pendant la rupture du jeûne? Alors, ben, nous, on n'est pas là pour donner des droits ou pas des droits, on a tous les droits. Donc, est-ce qu'on peut tout manger? Est-ce qu'il est favorable de tout manger? Oui, est-ce qu'on a le droit de tout manger lorsqu'on fait la rupture du jeûne? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre n'importe quel aliment? Oui, Sur les jeûnes dont on discute ici, c'est-à-dire des jeûnes intermittents, donc relativement courts, oui, il n'y a pas de problème. Sur les jeûnes prolongés, il faut des méthodes de réintroduction. On ne peut pas réintroduire tout du jour au lendemain. Mais encore une fois, ce n'est pas ceux sur lesquels je souhaiterais discuter là. C'est des jeûnes qui doivent être accompagnés. Mais oui, sur les jeûnes, sur les 8-16, sur les 24 heures, oui, il n'y a pas de. Et comme Vincent l'a dit, hein, ça c'est démontré. En tout cas, sur le 8-16, c'est démontré. Quand j'arrête de jeûner au bout de 16 heures, on a bien regardé, les gens ne mangent pas plus que quand ils auront observé un jeûne plus court de 8 heures ou de 12 heures, comme c'est classique. Hein. Donc, sur les jeûnes courts, on peut manger ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que si on s'écoute, on ne dévore pas derrière. après, je pense que le corps, il s'adapte au jeûne. Oui, tout à fait. C'est pour ça, il me semble avoir vu une question sur la fréquence auquel il faut le faire. Oui, justement, j'allais vous poser la question, combien peut-on le faire par mois si on veut expérimenter ce jeûne? Est-ce qu'on peut le faire un mois sans arrêter ou plutôt 1 à 2 fois par semaine? Comment vous voyez les choses? Je crois que si c'est comme tout, hein, si je veux un effet favorable de l'exercice physique, c'est pas en faisant une fois par mois. Si je veux un effet favorable de n'importe quoi, c'est pas une fois par mois. Donc la question, elle se pose plutôt en fréquence par semaine, si on veut des effets, si on veut des effets bénéfiques santé. Et donc, ce que montrent les études, c'est 1 à 2 fois par semaine pour le 8-16, hein, éventuellement jusqu'à 24 heures. Et après, encore une fois, je ne vais pas dans. C'est pareil, faire une période de jeûne prolongée, mais la faire une fois par an. Voilà, il me semble que pour que quelque chose ait un effet, il faut une régularité qui ne soit pas mensuelle ou annuelle. Donc le 8-16 est facilement faisable. Attention, facilement faisable, chacun doit s'écouter. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui peut être implémenté sans risque plutôt que facilement. Donc le 8-16, 1 à 2 fois par semaine, a plutôt dans les études démontré des effets favorables. D'accord, merci. Une autre question par rapport au régime hyperprotéiné. Pour préserver la masse musculaire, ne serait-il pas préférable d'avoir un aliment riche en protéines lors des 2 repas? Vincent, je crois que tu voulais répondre à ça, non? Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Ce que je remarque, c'est que, pour l'avoir, testé, on n'a pas forcément envie de protéines quand on a fait un jeûne. Il faut savoir aussi que peut-être le corps va être amené à nous envoyer des signaux particuliers. Je pense que en théorie, comme on le disait tout à l'heure dans le diaporama, en théorie, dans la mesure où on va aller piocher dans les muscles, il serait intéressant, en théorie, de pouvoir y rajouter des protéines, mais ça manque encore d'études montrant à quelle dose, surtout qu'à forte dose, les protéines peuvent avoir un impact néfaste sur la santé et notamment au niveau du rein. Et en ayant justement cet apport trop important de protéines, peut-être que ça pourrait aussi avoir des effets négatifs. Donc, moi, j'attendrai encore les données de la science sur le premier point. Et le deuxième point, c'est que si vous avez des envies de protéines, de viande, etc., j'aurais tendance à dire oui, écoutez ces besoins, écoutez ces appétits qu'on appelle des appétits spécifiques, qui sont des appétits qu'on crée depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout bébé. Le corps sait nous envoyer des signaux d'envie particulière. On connaît bien les appétits spécifiques des femmes enceintes. Et donc, peut-être que votre corps va vous envoyer des signaux d'appétit spécifiques lors de ces phases. Et ça peut être très intéressant à voir comment votre corps réagit. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, je n'ai pas plus. Alors, une autre question, pendant la période de jeûne, est-ce qu'on a le droit au thé, café et infusion plutôt que l'eau?
Oui, tout à fait. Ces boissons peuvent tout à fait être inclus. Alors, j'aime pas de dire droit ou pas droit. En tout cas, ça ne perturbe pas le jeûne de boire. Alors, attention toujours à votre tolérance. Écoutez ce que dit votre corps. Donc, mais en tout cas, sur le plan calorique, vous pouvez, sur le plan calorique, sur le plan jeûne, boire du café, du thé. Et de l'eau est tout à fait possible. J'écoute mon corps, ce qu'il m'envoie comme signal quand je bois l'une de ces boissons et je vois si ça colle ou pas. C'était l'une des questions d'ailleurs, est-ce qu'il faut boire pendant la période de jeûne? C'est celle-là que tu allais poser? Oui, tout à fait. Allez, je te laisse la poser, Soumeya, vas-y. Alors, lors d'un jeûne, est-il important de continuer à beaucoup boire? Et on a une réponse à cette question. Non, il y a aussi des jeûnes secs. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours pareil, hein, c'est s'écouter. Jeûne sec sur le 16. Alors, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est le jeûne sec, Antoine. Peut-être tout le monde ne le sait pas. Le jeûne sec, je pense que c'est évoqué un jeûne où c'est et liquidien et calorique. Moi, sur le jeûne liquidien, c'est-à-dire ne pas apporter de liquide, je ne connais pas d'études qui démontrent quelque chose de bénéfique. L'hydratation du corps est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Donc moi, je ne connais pas de bénéfice et ça n'est pas du tout quelque chose que je peux recommander. En tout cas, certainement pas au-delà de 24 heures. Et là aussi, ça nécessite des bilans de santé. Il y a quand même des gens qui ont des fonctions rénales altérées, même si c'est modérément. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que j'encourage. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai des données scientifiques. D'accord. Donc, on a répondu sur la question, la différence entre le jeûne hydrique et le jeûne sec. Une autre question, comment réagir en direct, c'est-à-dire comment le pratiquer? Je pense avoir compris comme ça. Pardon, tu peux répéter la question? Alors, la question, c'est comment réagir en direct? Si je comprends bien, je pense comment le faire en pratique, le jeûne intermittent. En pratique, pour faire 16 heures, là aussi, c'est quelque chose que les diététiciennes ou diététiciens d'ailleurs ne conseillent pas habituellement. Mais si vous sautez le petit déjeuner ou le repas du soir, vous allez facilement avoir un 8-16 qui est la formule que l'on recommande. Après, si vous voulez faire 24 heures, il ne faut pas manger de 24 heures. Mais sur le 8-16, je saute un petit déjeuner ou je saute mon repas du soir, l'un des deux, et vous faites facilement un 8-16 tout simplement. Et le reste, vous continuez vos repas comme habituellement, en faisant attention. Alors, on a dit tout à l'heure qu'à la rupture du jeûne sur un 8-16, on ne se précipitait normalement pas sur l'alimentation, mais tout ça nécessite quand même de se réserver. Par exemple, si je saute le petit déjeuner, il faut que je sois sûr d'avoir le temps de bien m'asseoir pour faire mon repas de midi qui suit et que ça ne soit pas sur le pouce au boulot. Voilà, ça demande quand même quelques précautions. Voilà, je ne sais pas si tu penses que j'ai répondu à la question, Soumeya. Oui, je pense tout à fait que vous avez répondu à cette question. Alors, normalement, on n'a plus de questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous avez. Moi, j'ai une question. Alors, vous, dans votre pratique quotidienne, dans les consultations, est-ce que vous recommandez ce type de jeûne et qu'est-ce que vous préconisez le plus? Vincent, tu veux Alors, intervenir après? moi, je sais que je ne l'ai pas prescrit pendant très longtemps avant d'avoir suffisamment de preuves scientifiques. J'ai essayé au maximum d'être flexible dans le sens où si des personnes souhaitaient mettre en place un jeûne, je ne leur disais pas non parce que c'était peut-être un chemin que les personnes avaient besoin de faire dans leur prise en charge. Donc, j'ai jamais dit non à des jeunes et on essayait d'analyser, de voir comment, ce qu'ils faisaient dans le corps. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas fait en prescription. Par contre, c'est devenu dans ma pratique quelque chose auquel je pense et qui fait partie de mon arsenal thérapeutique. Et je n'hésite pas à proposer à des personnes de le faire. Mais il y a finalement pas une très grande différence
entre un test de la faim, où on demande aux personnes d'écouter leur faim. C'est-à-dire qu'ils ont mangé la veille au soir à 20h et le matin, on leur dit ben, ne prenez pas le petit déjeuner avant que la faim arrive. Et il y a des personnes qui vont avoir la faim qu'à midi, 1h, 2h, 3h de l'après-midi. Finalement, ils ont fait un jeûne. La différence entre le test de la faim et le jeûne, c'est que le jeûne a tendance à être plus rigide dans le sens où on va leur dire ben, même si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas jusqu'à midi. Donc, c'est quelque chose que finalement je ne prescrivais pas, mais il y a une notion, j'ai l'impression, alors Antoine, tu me diras quel est ton ressenti, mais j'ai l'impression lorsque les gens parlent du jeûne, qu'ils se mettent dans une posture un petit peu sportive, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans le sens où, tiens, je suis en jeûne, c'est quelque chose que je fais pour moi, et c'est une posture qu'ils arrivent à affirmer dans leur entourage en disant, ben non, le lundi, je fais un jeûne, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille et ben, je me fais du bien. Et ils arrivent à s'affirmer lorsqu'ils sont dans le jeûne. Et j'ai l'impression que c'est plus facile à s'affirmer quand on parle de jeûne plutôt que quand on parle d'écoute de ses propres sensations. Et donc, c'est quelque chose que je me mets à suggérer, non pas à prescrire, mais à suggérer de plus en plus. Déjà, moi, un peu comme toi, je ne préconise pas le jeûne, mais je réponds que c'est favorable si les gens me posent la question. Donc, j'attends qu'ils me posent Ouais. la question. Et après, ce que tu dis, effectivement, il y a un peu un côté défi sportif, quelque part. C'est-à-dire que je lance un défi à mon corps. La société valorise le contrôle du corps. Et là, pour moi, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je préconise le jeûne. Le jeûne, c'est une écoute de soi et ce n'est pas un défi que je lance en mon corps pour montrer que je suis capable de maîtriser mon corps. Voilà. Tout ce qui est nutrition et qui est lancé le défi au corps de le maîtriser, je veux dire, soit on vit un sentiment d'échec et on peut tourner sur plutôt des compulsions et la prise alimentaire, soit on a une très grande satisfaction à cette réussite, on essaye toujours d'aller plus loin et un certain nombre de personnes tombent dans le trouble du comportement alimentaire restrictif. Donc le défi au corps, à travers le jeûne, vous allez voir, je vais maîtriser mon corps et je vais être capable de jeûner longtemps. Ce n'est pas du tout ce que je préconise. Je fais une expérimentation, j'écoute mon corps, je l'observe de façon neutre et bienveillante. Tout à fait. On risque de tomber sur la résistance de son corps. Et tout à fait, les troubles du comportement alimentaire. Alors, une dernière question. Bonjour, est-il recommandé de faire le jeûne 8/16 tous les jours? Est-ce que c'est recommandé de le faire tous les jours? Je n'ai pas d'études là-dessus. Donc, moi, encore une fois, comme je l'ai dit en débutant, je m'appuie sur les données scientifiques. Je n'ai pas de données sur un 8-16 tous les jours. Ce que je peux répondre, c'est que toutes les cultures, historiquement, n'ont pas 3 repas par jour, très loin de là. Ce qui conduit donc à avoir des espaces plus importants entre les repas et qu'on n'a jamais montré d'effet délétère et plutôt au contraire. La restriction calorique est plutôt connue comme favorable et l'espace, mais je n'ai pas de données pour le démontrer, donc je le dis très prudemment. En tout cas, chez la personne en bonne santé, ne pas prendre de petit déjeuner n'a pas été montré à des effets délétères. Donc, c'est un peu une réponse aussi. D'accord. Normalement, on a fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Pour moi, j'ai fait passer, je pense, les messages que je souhaitais que l'on passe sur le jeûne. Et puis, je pense qu'on a répondu aux questions. Donc, je ne sais pas, Vincent. J'avais 2 éléments dans la pratique, des messages qui ne sont pas passés. Le premier, c'est le risque de blessures chez les sportifs et notamment les sportifs de haut niveau, sur lesquels il faut vraiment avoir un encadrement médical et ne pas se lancer parce que, comme on l'a dit, le jeûne va aller piocher dans les muscles et il y a un risque de blessures musculaires si on fait un effort très intense et donc je dirais d'être accompagné médicalement.
Le deuxième, c'est ma casquette de médecin du sommeil. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir lorsqu'ils ont faim. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, le premier message, c'est le message qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être flexible. C'est-à-dire que si on se met à péter les plombs dans la nuit parce que ça ne va pas du tout, il faut pouvoir se dire, bon, bah, je réessayerai demain, on va en rediscuter avec la personne qui m'accompagne. Ça, c'est le premier point. Et peut-être le deuxième point, je pense que Antoine en parlait tout à l'heure, le jeûne va avoir tendance à mettre le corps dans un état de stress. Et on ne peut s'endormir que si l'envie de dormir est plus importante que le stress. Je donne souvent cet exemple-là. On fait une randonnée pendant 10 jours, on dort 1 ou 2 heures par nuit, on arrive le soir complètement après cette randonnée, qu'il fasse jour, nuit, en fonction, qu'il y ait de l'heure, un écran, pas d'écran, on va s'endormir tout de suite tellement on est en dette de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a tellement un manque de sommeil qu'on va dormir tout de suite. À l'inverse, si à ce moment-là, à la fin de cette semaine de randonnée, on va se mettre à être poursuivi par quelqu'un dans la rue, on ne va pas s'endormir parce que le stress est trop important. Et donc, ce jeûne peut entraîner un stress chez les personnes avec une anxiété de ne pas dormir en se disant, oh là là, je suis un petit peu stressé, je n'ai pas mangé. Le fait de manger a tendance quand même à apaiser et donc on va pouvoir trouver le sommeil plus facilement. Donc, j'aurais tendance à dire aux personnes qui ressentent un petit stress pour aller au lit, je leur dirais, ben, attendez d'avoir un peu plus sommeil pour aller au lit. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous coucher à 10h30, 11h du soir, attendez d'avoir très sommeil pour aller au lit et essayez normalement, le sommeil doit venir assez rapidement. Donc, ça peut être intéressant de se dire, mais voilà, si je n'arrive pas à m'endormir, je vais me lever, je vais attendre que le sommeil arrive et je me recoucherai. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on a aussi répondu à la dernière question. Est-il préférable de sauter le petit déjeuner plutôt que le souper, car on entend souvent qu'il est préférable de manger très peu le soir? Ben, un repas abondant le soir, et effectivement, vous lancez le métabolisme, il va y avoir la digestion, il va y avoir une augmentation de la température corporelle. Tout ça n'est pas très bon au sommeil. Vincent est plus spécialiste du sommeil que moi, mais je pense qu'il confirmera la baisse de la température corporelle, la baisse du métabolisme, ne pas stimuler le métabolisme pour la nuit est quand même plutôt favorable. Donc oui, le repas léger le soir. Mais encore une fois, en écoutant ses sensations, repas léger le soir, ça ne veut pas dire contraindre son corps, et ça veut dire l'écouter. Mais le corps, il réclame rarement des alimentations très importantes, et il préfère plutôt des repas qui soient bien tolérés. Donc voilà, après, ça ne répond pas à la question plutôt le soir et plutôt le matin. Le tout est d'avoir une durée suffisante pour lancer la période de cétose. Et donc, c'est surtout la durée. Après, comme je le disais, l'activité physique compte. Donc, si on saute le petit déjeuner, dans la période où on va jeûner, c'est là qu'on va se mettre à l'activité physique. Donc, ça me paraît plus favorable, mais je n'ai pas d'études pour le démontrer. D'accord. Normalement, on est arrivé à la fin du live. On a fait le tour des questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Pour moi, c'est bon, comme je disais, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions, et je crois que les questions étaient riches et intéressantes. Donc, merci à tous ceux qui y ont assisté. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir répondu à toutes les questions et merci à tout le monde qui a participé avec nous pour animer ce live. Je vous rappelle aussi que l'article sur le jeûne, il est sorti la semaine passée et il est sur la plateforme Avitam. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours le faire, vous inscrire sur Avitam autant que professionnel de santé ou autant que patient, autant que personne. Et c'est gratuit, donc pour tout le monde, c'est sécurisé. Et c'est 100% fiable parce qu'on se base sur des données scientifiques.
Voilà, n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. On a créé un salon de discussion sur la plateforme Avitam à propos du jeûne. Donc, si on n'a pas pu répondre à vos questions, vous pouvez toujours venir sur la plateforme Avitam et nous poser vos questions. Vous aurez des réponses grâce à nos experts. Donc, je vous remercie et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Merci Soumeya, à bientôt. Merci, Soumeya.